Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode à vos côtés, j'ai décidé de vous partager l'expérience de Francis. Francis est atteint d'une maladie chronique, malheureusement de plus en plus répandue. En tant que coach en hygiène de vie et naturopathe, je suis régulièrement face à des personnes atteintes de cette maladie, à bout de souffle, ne sachant plus vraiment comment affronter leur vie. Oui, j'ai bien dit affronter, car souvent ces personnes sont sans espoir. Voilà pourquoi j'ai souhaité inviter Francis sur mon podcast, car il a une expérience assez particulière de cette maladie. Alors, comment combattre et vivre avec la fibromyalgie ? Qu'est-ce que Francis a mis en œuvre dans sa vie pour reprendre le contrôle de son corps ? Et surtout, comment en est-il ressorti encore plus fort ? Suivez-moi pour découvrir l'histoire et tous les bons conseils de Francis. Belle écoute ! Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Bonjour Francis, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast Hygiène de vie. Pour être transparente avec nos auditeurs, j'ai fait ta connaissance un peu par hasard il y a quelques semaines à peine sur le réseau LinkedIn. Donc nous avons rapidement échangé au sujet du podcast justement, puisque tu es en train de lancer le tien, si je ne me trompe pas. En tout C'est cas, ça, ouais. voilà, la dernière fois qu'on en a discuté, c'était le cas. Et tu m'as parlé de ta maladie. Et du coup, moi, ça a très vite fait tilt dans ma tête et j'ai souhaité justement t'inviter sur cet épisode, enfin dans cet épisode, car je suis certaine que ton expérience pourra en aider plus d'un et plus d'une. Alors pour commencer et pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui tu es, ainsi que ton parcours jusqu'à ce jour ? Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est sympa. Je suis Francis Drubini, j'ai 41 ans. Mon parcours, est un petit peu difficile en fait, justement par rapport, à la maladie et la fibromyalgie. J'ai commencé à souffrir, très jeune, vers l'âge de 10 ans. J'ai grandi avec ça, sans savoir, ce que j'avais en fait, hein, typiquement quoi. Puis à 35 ans, ma santé s'est vraiment, énormément dégradée et on a découvert, qu'effectivement j'ai été, diagnostiqué fibromyalgique en fait et donc on a commencé à mettre en œuvre, des choses, avec, le centre de la douleur à Marseille, tout ça. Mais ça a été très compliqué parce que j'ai d'autres pathologies aussi, qui se sont greffées en même temps, y compris des problèmes d'acidose, lactique, des problèmes de polyneuropathie au niveau des membres inférieurs, puis encore d'autres d'autres choses. Bon, ça a été compliqué à gérer et heu et maintenant par contre bon, j'ai de la chance, ça va mieux. En fait, justement grâce à une hygiène de vie, meilleure, et une meilleure alimentation et de l'activité physique en fait essentiellement, qui font que, l'histoire s'est un peu décantée quoi et je souffre, on va dire, moins et j'arrive à faire des choses quoi et je remarche, je fais du sport, bon, ça a quand même évolué énormément dans le bon sens, grâce à l'hygiène de vie, voilà. J'ai fait tout type de travaux, heu, dès l'âge de 20 ans,
jusqu'à 35 ans. J'ai travaillé aussi bien j'ai fait de la manutention, du travail à l'usine en mécanique générale, j'ai fait le livreur de pizza, j'ai fait de tout quoi et j'ai aussi travaillé donc au bout d'un moment, j'ai arrêté les métiers physiques, hein, parce que je pouvais plus et je me suis recentré, sur le monde, digital et la création de sites web, le référencement de sites internet, tout ça, parce que c'était plus accessible pour moi du coup physiquement parlant quoi, voilà. Heu, Tu en as toujours gros, été, excuse-moi, je t'interromps, mais tu as toujours été atteint de fibromyalgie et ça s'est aggravé au fur et à mesure, notamment peut-être avec tes activités professionnelles, ou est-ce c'est que c'est venu exactement un peu ça. d'un coup comme ça? Alors en fait, j'ai toujours souffert. En fait, j'ai commencé à avoir des douleurs partout, au niveau du dos, et alors c'est surtout des douleurs musculaires, hein, et aussi articulaires. Mais j'ai toujours souffert dès l'âge d'une dizaine d'années à peu près, j'ai souffert toute ma vie. J'ai commencé à me faire des lumbagos à répétition vers l'âge de 18 ans, Ouais, c'est tout. jusqu'à jusqu'à 30 ans à peu près, jusqu'à temps que jusqu un peu avant 30 ans quoi, on va dire, mais jusqu'à temps que j'arrête les métiers physiques en fait, hein, dès que je travaillais dans les jardins, tout ça, boum, lumbago, travail à l'usine, lumbago, travail en manutention, lumbago, les livraisons tout le temps sur le scooter, lumbago. Bon, bref, c'était un peu compliqué, quoi et chaotique, et effectivement la Timone donc heu, au centre de la douleur de par, nos discussions, tout ça, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué le diagnostic de la fibromyalgie parce qu'ils ont un certain type de test, prédéfini et ils vous auscultent, chaque point du corps, tout ça, parce qu'ils comment dire? L'examen clinique en fait, il y a 18 points de contrôle, 18 points de douleur surtout on va dire au niveau du corps sur lesquels ils vous appuient, ils vous dé pour vous faire déclencher ou non et si vous avez plus de 11 points sur les 18, ils considèrent que vous avez la fibromyalgie. Puis ensuite après c'est une question de discussion pour voir justement, heu, votre état général, comment vous vivez en règle générale, vos douleurs, comment ça se passe, si vous avez des problèmes autres que les douleurs musculaires comme, des problèmes de concentration, de fatigue chronique, des problèmes, intestinaux, des problèmes, pour s'exprimer, mal aux yeux, maux de tête fréquents, enfin et j'en passe parce que des symptômes dans la fibromyalgie, il y a des sympo c'est des symptômes communs, à la maladie chez tous les fibromyalgiques, dont ces points de douleur justement. Mais après, i on considère que les fibromyalgiques, peuvent, avoir des symptômes étendus après, qui sont l'ordre d'une centaine de symptômes différents D'accord. d'un individu à un autre, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué à diagnostiquer et c'est compliqué à soigner. On soigne pas vraiment, mais à gérer, on va Gérer. dire, à gérer, ouais, au niveau de l'intensité des douleurs, au niveau de la fatigue, et pareil, pour s'exprimer comme ça, des fois, au bout d'un moment, je peux peut-être arriver à bugger, si notre entretien dure longtemps, du fait que ça demande beaucoup de concentration, en fait. Et la fibromyalgie, en fait, donc ce n'est pas que des douleurs musculaires, si je comprends bien, c'est vraiment un état général. Mais l'un Ah des oui, symptômes principaux, ça va être les douleurs musculaires, notamment des blessures peut-être à répétition. c'est ça, le symptôme principal vraiment, c'est enfin, il y a 2 symptômes principaux. Le premier c'est les douleurs musculaires et articulaires, Mmh. en second plan et le deuxième symptôme, principal, c'est la fatigue chronique. Tout le D'accord. temps, que vous dormiez ou que vous dormiez pas, vous êtes fatigué, quoi. Troisième symptôme, le plus courant, c'est justement ces problèmes d'insomnie, quoi ou en tout cas un sommeil complètement perturbé,
Qui vient et alimenter la fatigue chronique, justement, du qui coup. vient alimenter la Mmh. fatigue chronique et c'est un cercle vicieux, en fait, D'accord. sans fin, quoi. C'est compliqué à gérer, en fait, hein, vraiment, quoi. Et donc du coup, tu m'avais dit, il me semble il existait différents stades de fibromyalgie. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu pourrais nous les expliquer? Mais différents stades, en fait, c'est, on peut vivre avec, c'est-à-dire, comme à la Timone, ils estiment que j'ai la fibromyalgie depuis l'enfance. Donc j'ai bel et bien réussi à grandir avec, hein, vu que je suis là, j'ai travaillé, tout ça. Donc on va dire, c'est un état de douleur diffuse, modérée. Donc ça, c'est un 1er palier, on va dire. Ensuite, il y a, la fibromyalgie vraiment qui commence à s'installer, on va un peu plus, de façon plus conséquente avec, ben, les douleurs musculaires qui ne s'arrêtent plus, qui sont permanentes, heu la fatigue chronique qui est plus pesante, des céphalées fréquentes, ainsi de suite. Et après, il y a l'état aggravé comme j'ai connu là, il y a quelques années en arrière en 2014 quand là, ça s'est installé vraiment, eux, ils ont défini ça de façon aggravée, c'est-à-dire, la marche, vraiment très, très pénible, obligé d'utiliser des béquilles pour faire quelques pas, impossible de faire plus de 500 mètres ou 1 kilomètre parce que totalement HS, impossible de tenir une discussion comme on est en train de faire là, pendant 1 heure parce que, le brouhaha dans le cerveau total, déshydratation, heu, c'est vraiment, Mmh. compliqué quoi, difficile quoi. En mode aggravé, vous êtes HS quoi. Il y a plus rien qui est faisable, s'asseoir à une table et éplucher des légumes, c'est difficile parce que ça fait mal dans le dos, au niveau des omoplates, tout ça, de tenir la position et d'éplucher des légumes, couper de la viande devient difficile parce que vous avez pas la force, assez de force dans les bras pour le faire. Le moindre geste du Heu, quotidien, en fait. le moindre geste du quotidien, c'est Mmh. ça, s'habiller, enfiler un pull. D'ailleurs, la première fois que quand mon médecin, alors ça aussi c'est un peu compliqué, il faut tomber sur les médecins, qui y croient ou non quoi, c'est compliqué, mais la première fois que mon médecin, je lui ai parlé de fibromyalgie, il m'a un peu envoyé bouler en me disant: «Non, c'est que les femmes». Bon, OK, D'accord. mais a quand même accepté, de me faire un courrier, de m'envoyer vers un rhumatologue. Heureusement, j'ai eu cette chance-là et à l'inverse, le rhumatologue sur lequel je suis tombé, ben, a priori, il devait bien connaître le truc puisque juste en commençant notre discussion et en me regardant, en m'observant comment je me déshabillais, il m'a dit: «Vous avez typiquement un profil fibromyalgique». Waouh! D'accord, comment vous le savez? Ben, il me dit: «Je le vois juste en vous observant, comment vous bataillez pour vous déshabiller. Je vois que vous souffrez en vous déshabillant, et donc rien que ça, c'est un signe typique, heu, des fibromyalgiques». Et Faut avoir la chance ensuite, de tomber sur le bon médecin, et les bons spécialistes, en fait, ce que tout le monde c'est n'y croit ça, pas. D'accord. exactement, ouais, exactement. Il y a des médecins qui n'y croient pas, d'autres qui sont mal informés et qui effectivement parce que ça touche essentiellement les femmes, en fait, à la base. Mmh. Heu, mais ça touche aussi les hommes et ça touche aussi les enfants et tout ça, mais ça après, voilà, le médecin où il y croit ou il y croit pas, il y en a qui y croient et d'autres non, alors que c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis, 2012 je crois ou un truc comme ça. Ouais, il me semble 2012 mais à vérifier quand même sur internet, bon. Voilà et là ce rhumatologue, moi j'ai eu du bol, d'ailleurs, dans nos discussions, au bout d'un moment, il m'a demandé, il voulait que j'aille sur sa table là de pour, qu'il m'ausculte et tout ça et je lui dis: «Mais vous m'auscultez pas, le dos, tout ça?» Et du coup, pour me faire plaisir, il m'a dit: «Oh ben vous savez, c'est facile» et il s'est mis derrière moi, j'avais encore le pull sur le dos, il m'a dit: «C'est simple, vous avez mal, là, 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 là et là», en m'appuyant sur les points de douleur dans le dos comme ça, il m'a fait faire des bonds phénoménal. Je dis: «Ouais, c'est ça, mais comment vous savez?» Il m'a dit: «Beh, je vous ai dit, pour moi, vous avez un profil typique fibromyalgique, donc je sais déjà où vous avez mal, quoi». Ouais. Voilà, bon, c'était noté, c'était acté pour lui, donc il m'a fait un courrier pour m'envoyer justement vers un centre de la douleur parce que, en France, pour,
pouvoir poser le diagnostic de fibromyalgie, il faut obligatoirement passer par un centre de la douleur. C'est les plus aptes à vous faire pratiquer les tests. Déjà cliniques, vous posez les bonnes questions, tout ça, ça dure au moins 2 heures le premier rendez-vous, hein. D'accord. C'est très long, quoi. Et ensuite, ils vous font passer aussi, des prises de sang pour éliminer les maladies, ressemblantes comme la sclérose en plaques, la spondylarthrite ankylosante, des choses comme ça. Parce que les symptômes se ressemblent énormément, en fait. Et donc il faut pas se tromper, heu parce que quelqu'un pourrait avoir des symptômes vraiment très, très ressemblants et finalement avoir la sclérose en plaques. Bon, donc mais ça, c'est des maladies, qui peuvent détecter, via prise de sang. C'est facile, quoi. Par contre, la fibromyalgie, la prise de sang, elle sert justement à éliminer, à dire, beh, vous avez pas la spondylarthrite ankylosante, vous avez pas la sclérose en plaques, vous avez pas ci, vous avez pas là. Vu l'examen clinique, vos points de douleur ici et là, beh, alors vous avez la fibromyalgie, quoi. Donc c'est par déduction. Et à partir du moment où on te définit comme étant fibromyalgique, qu'est-ce qui est mis en place ensuite comme aide par notamment peut-être le gouvernement ou parce que j'imagine que tu n'es pas forcément apte à travailler, au-delà de l'hygiène de vie dont on va parler juste après? C'est très compliqué, vraiment, c'est un peu le parcours du combattant. Alors déjà, ça change d'une région à une autre, d'un département à un autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certaines MDPH et certains centres de sécurité sociale qui acceptent de reconnaître, on va dire, entre guillemets, «la fibromyalgie» ou pas, et à un certain niveau, et degré, on va dire, d'handicap ou pas. Donc déjà là, c'est difficile. Il y a des gens qui pleurent, ils se battent, qui ont rien, ils ont aucune aide. Il y a des gens, OK, ils ont la fibromyalgie, mais leur caisse de sécurité sociale ou la MDPH ne les reconnaît pas ou très peu, et donc ils ont strictement aucune aide, quoi. Moi, dans mon cas, la Timone m'avait fait un courrier, tout ça, pour la MDPH du Var, donc parce que je suis dans le Var, en m'expliquant bien que nous, ici, dans le 13, c'est reconnu. Par contre, chez vous, dans le Var, j'en sais rien. Ça a été cash, quoi. Et effectivement, j'ai eu la surprise, la première fois qu'on m'a fait un dossier à la MDPH dans le Var, ils m'ont reconnu, ils m'ont accordé la qualité de RQTH, donc de travailleur handicapé, hein. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là, c'est-à-dire, à un niveau de pourcentage où, en gros, on me disait, «Vous pouvez quand même aller travailler», alors que je pouvais pas marcher, au-delà du rond-point à côté de chez moi. Enfin bon, c'était un truc de incroyable, quoi. Bon, c'était comme ça, et entre-temps, bon, j'ai eu d'autres choses qui se sont greffées, notamment les crises d'acidose lactique, ainsi de suite, ce qui font que je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Du coup là, ben, à l'étude suivante de mon dossier, forcément, en me voyant en fauteuil roulant et ainsi de suite, et que j'étais complètement HS, quand ils sont venus me voir parce que, je leur ai fait un courrier pour dire: «Moi, je peux pas me déplacer vers vous, quoi». Donc ils sont venus me voir à domicile, et là, effectivement, quand ils ont vu mon état, j'étais une loque, hein, clairement, disons-le, quoi. Donc là, ils m'ont reconnu à 80, mais du fait aussi que mon médecin a fait un dossier béton, en ajoutant, en cumulant les pathologies, on va dire, quoi. S'il y avait eu uniquement la fibromyalgie et pas d'autres pathologies à côté, d'après moi, j'aurais eu uniquement la reconnaissance RQTH, et après ça aurait été à moi de me débrouiller, ben, de trouver un job, adéquat, y compris même, si vous êtes inapte, le matin à travailler parce que votre cerveau ne connecte pas. Heu, Moi là, je commence tout juste à émerger, j'arrive à discuter tout ça, mais depuis 7 heures du matin, je lutte pour pouvoir être apte à discuter là, tout de suite, quoi, à cette heure-ci, quoi, hein. Moi, à 8 heures, si on me demande demain de travailler à 8 heures du matin, c'est pas faisable, quoi. C'est pas f Ou alors il faudrait que je me réveille à entre 4 et 5 heures du matin, quoi. Il te faut 3 heures à peu près pour émerger en fait.
Ouais, la moyenne quand j'arque bien, on va dire il me faut entre 3 et 4 heures pour émerger, ouais. D'accord. C'est ça. Mais c'est commun, hein, chez les fibromyalgiques, c'est très commun ce laps de temps pour émerger, c'est quelque chose qui revient chez énormément de patients qui ont la fibromyalgie, hein. De manière générale, de prendre un peu le temps pour émerger et réveiller et se réveiller, aussi bien, le mental que le corps, c'est déjà très important en temps normal. Donc effectivement, C'est ça. bon, pour rassurer un peu nos auditeurs, parce que je sais que tu vas beaucoup mieux maintenant, Ouais, tu as c'est réussi à clair. mieux gérer en tout cas, la maladie. On ne parle pas Mmh mh. forcément de guérison, mais voilà, d'apprendre à vivre avec, à mieux vivre avec. Donc j'ai cru comprendre que tu t'étais mis, au sport et jusqu'à présent en tout cas, tu en fais une routine, quasi quotidienne. C'est Alors ça. justement, pourquoi tu t'es mis au sport de manière si régulière? Comment tu as fait, concrètement? Parce que ça doit pas être facile, vu dans l'état physique, dans lequel tu étais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement comme type d'activité et Alors effectivement, c'est compliqué parce que, comment dire? Comme j'ai dit, j'étais en fauteuil roulant donc pendant 4 ans. Par rapport à mes diverses pathologies, j'avais, d'énormes spasmes musculaires au niveau des jambes, c'était vraiment difficile, quoi. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas l'expliquer, le pourquoi du comment. Est-ce que c'est justement mon changement d'alimentation peut-être en amont qui a fait que certaines choses se sont améliorées? Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté, certains traitements médicamenteux. Bah, mes spasmes musculaires dans les jambes déjà se sont, calmés en quelques semaines, se sont arrêtés. Jusqu'au jour où, un matin en me réveillant, dans le lit, j'ai ressenti, un énorme besoin, de m'étirer au niveau des jambes. J'avais comme si mes muscles se réveillaient et avaient besoin d'être étirés et en plus, j'arrivais à bouger doucement mes jambes dans le lit, chose que je heu, je ne bougeais plus mes jambes pendant longtemps, quoi, hein, j'avais perdu l'usage, le fait qu'on finalement, c'était un peu le chien qui se mord la queue. Le fait qu'on m'ait mis dans un fauteuil roulant parce que j'arrivais presque plus à marcher, bah, ça m'a cassé ce truc de la marche. En fait, au lieu de m'aider, ça a plutôt, empiré la mmh, chose parce que, du coup, j'ai arrêté de faire travailler mes muscles des jambes et du coup, j'ai perdu l'usage, de mes jambes et j'arrivais musculaire? plus à marcher. Voilà, au niveau musculaire, tendons, articulaire, tout ça, quoi. Mmh. Et donc un matin, j'ai ressenti ce besoin de m'étirer, tout ça, donc j'ai écouté mon corps, je me suis étiré, comme j'ai pu, pardon, en fonction, de l'image que j'avais moi dans ma tête, d'exercices, que fait mon fils dans son club de sport, régulièrement depuis de nombreuses années. Donc je me suis étiré comme j'ai pu et ça m'a fait du bien, quoi. J'ai senti qu'effectivement, cette sensation de besoin d'étirer, fortement, hop, c'est apaisé, quoi et j'ai pu me lever, me mettre dans mon fauteuil, faire mon train-train, bon et le lendemain, ça a recommencé, donc j'ai recommencé et de fil en aiguille, je me suis mis, instinctivement comme ça, à m'étirer tous les matins dans le lit, à faire mes étirements, un coup jambe gauche, un coup jambe droite, heu, m'étirer un peu les épaules, le dos, les bras, faire des respirations diaphragmatiques, des choses comme ça, bon et petit à petit, mais très rapidement par contre, à force de m'étirer en quelques semaines, hein, mes jambes bougeaient de plus en plus dans le lit, j'arrivais de plus en plus à les bouger. Donc du coup, je me suis dit: «Beh, force-toi à les bouger un peu Mmh. plus» et donc je me suis forcé à essayer de faire des mouvements avec mes jambes, c'est-à-dire à les soulever légèrement, à les décoller du lit, vers le haut, quoi, en étant allongé sur le dos, à les lever en l'air, en gros, quoi. Ensuite, je me suis forcé à essayer de faire des mouvements de vélo, dans l'air. Heu, de là, je me suis dit: «Bon, allez, ça marche, ça fonctionne, peut-être, si un jour tu veux te remettre debout, il faut que tu gaines le dos, quoi», donc je me suis mis à faire des abdos, je me suis entraîné à faire des abdos dans le lit, à faire des planches de gainage sur mon lit, et à faire des exercices comme ça, de la gymnastique, dans mon lit, et une demi heure tous les jours avant de sauter dans mon fauteuil roulant, quoi. Mmh.
Et pareil, de fil en aiguille, j'ai bien senti que de semaine en semaine, c'était flagrant, c'était, incroyable même, la progression, ça a été crescendo, ça a été très, très vite quoi, à force de répéter les mouvements, le corps a réappris à bouger les jambes en fait, je faisais de plus en plus de ciseaux et de plus en plus haut, j'arrivais à faire de plus en plus d'abdos, à tenir des planches de gainage plus longues, heu, à faire des étirements plus larges, je ainsi de suite et un jour, je me suis dit: «Allez, essaye», parce que je me sentais la force, quoi. Je me suis mis debout au bord de mon lit, j'ai tenu, quelques secondes, au bord de mon lit comme ça et je me suis réassis forcément parce que bon, le corps, avec autant d'années, bon, j'étais pas apte à le maintenir trop longtemps, mais j'ai réussi quoi à me mettre debout, chose que j'arrivais, quelques mois auparavant, je pouvais même pas décoller le pied de 2 centimètres au-dessus du sol, c'était infaisable, quoi. Et là, je tenais debout, c'était juste incroyable quoi, phénoménal. Heu, donc de là, ça m'a donné, moralement parlant déjà, ça vous change psychologiquement, ça change la donne quoi. Vous vous dites: «Ouais, c'est possible» quoi. Du coup, de fait de se dire: «Oui, c'est possible» et ben, vous y allez quoi, vous envoyez la sauce quoi, vous donnez tout comme on dit, comme quand on fait du sport intense, vous donnez le maximum de vous quoi pour y arriver et donc du coup, j'ai continué à m'entraîner tous les jours dans mon lit et tous les jours par contre après, je me suis forcé à me mettre debout, mais quelques secondes au bord de mon lit tous les matins quoi et à force de faire quelques secondes, de 3 secondes, 50 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes et puis fais 2-3 pas pour aller jusqu'à la porte et reviens au fauteuil, ainsi de suite. Bon et de là, prends les béquilles, fais 10 pas, 15 pas, 30 pas, 50 pas, fais un aller-retour traversée de l'appartement et ainsi de suite et je me suis, réhabitué, tout seul à j'ai fait ma rééducation donc j'ai continué mes exercices dans le lit 1/2 heure tous les matins et en plus, je faisais quelques pas en béquille, à traverser l'appartement, et j'ai progressé comme ça, à faire, une traversée, un aller-retour, puis, quelques jours après, une semaine après, faire 2 allers-retours, une semaine après, faire 4 allers-retours, une semaine après, faire 10 allers-retours, à progresser Mmh. jusque, fin 2018 où je faisais, enfin ma montre connectée me disait que je faisais, 1,3 kilomètres à force de faire, 100 allers-retours quand même, dans la maison, quoi et de là, donc j'ai dit: «Allez, OK», je suis retourné voir le médecin, lui expliquer toute l'histoire et elle m'a dit: «Il faut continuer cette rééducation mais avec un professionnel, du fait que vous remarchez tout ça, vous savez regagner un peu de mobilité, il faut retourner chez le kiné et faire de la balnéo, tout ça». Donc je suis retourné faire, balnéothérapie 2 fois par semaine. C'est de l'exercice, c'est de la gymnastique, on va dire douce, en piscine et effectivement, c'est magique quoi. C'est génial parce que, heu, le fait d'être dans de l'eau chaude déjà, tiède, ça les muscles ont tendance déjà à relâcher un petit peu, de fait de cette eau qui est tiède et ensuite le fait de faire ces mouvements dans l'eau ainsi de suite, vous supportez pas tout le poids du corps, donc au niveau articulation, tout ça, c'est beaucoup plus doux que de faire un sport, que de faire de la course, par exemple. Même aujourd'hui, je suis pas capable de faire de la course. Je fais des exercices chez le kiné aussi, j'ai 2 séances en salle et on se fait une séance où je fais des exercices avec le kiné, donc par exemple, un petit peu de tapis de marche, un petit peu de 10 minutes de tapis de marche, 10 minutes de vélo, 10 minutes de rameur, et ensuite des planches de gainage, du travail d'équilibre, du renforcement musculaire, tout ça et une séance qu'on consacre, alors, soit il me fait une séance totale d'étirement, où c'est lui, cette fois-ci, qui m'étire les muscles, pour aller au plus loin possible et d'ailleurs j'ai énormément récupéré, d'envergure, même lui, il le dit, c'est incroyable, il m'étire, à un point comparé au début, j'ai énormément gagné en souplesse, en fait, hein, du coup. Ou alors il me fait aussi du massage parce que, j'en ai besoin, quoi, hein et parce que ça soulage quand même, ça Pour avoue. récupérer. Mmh. C'est pour faire de la récupération, ça fait du bien. Tu marches tous les jours Donc aussi? Enfin quasiment, ou en ouais, tout cas c'est tu fais ça. plusieurs kilomètres, tu me disais? Fin 2018, je faisais
2 fois 1,3 km par jour. Mais de là, avec le kiné, donc à force de s'entraîner, on a augmenté mon périmètre de marche et arrivé à l'été 2019, au lieu de faire 2 fois 1,3 km par jour, donc 2,6 km, et beh, j'en faisais, 6 kilomètres quoi, 5-6. Là, de nos jours, j'en fais 7 ou 8 par jour, à peu près, quoi. Donc c'est il y a une progression encore constante qui se fait, quoi. Et du coup, à l'été 2019, j'ai écouté mon kiné, je me suis rajouté un peu d'exercice en allant faire, un peu de natation. Je fais plutôt du crawl ou alors de la nage sur le dos aussi. Ça marche. Donc voilà, il faut s'adapter, quoi. Après, j'ai rajouté aussi pendant l'été 2019, mon fils du fait qu'il bon, il est compétiteur lui, hein, ça a rien à voir. Mais du coup, pour garder la condition physique, l'été, il a un petit programme d'entretien, on va dire, de 3 séances de sport par semaine quand même. Pour lui, c'est de Mmh, l'entretien. quand même. Heu, voilà. Et pour garder la condition physique, comme on dit, bon, pour un sportif de haut niveau, voilà, ils ont un niveau à tenir, une condition physique à tenir. Et de là, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer, je vais faire du sport avec lui, quoi». Et je me suis mis à faire du sport avec lui 3 fois par semaine, forcément Bien en sûr. adaptant, la complexité des exercices et le nombre de répétitions et tout ça, quoi. On peut pas comparer quelqu'un dans ma situation et quelqu'un comme lui, Mmh. qui est sportif de haut niveau. Donc, en adaptant, les répétitions de mouvements, d'exercices, tout ça, je me suis mis à faire du sport avec lui. Ben, là encore, j'ai vu qu'effectivement, ça me permettait d'avoir une progression et aussi surtout de me rendre compte, en augmentant un peu l'intensité, on va dire sportive, de vraiment commencer à rentrer au lieu que ce soit vraiment quelque chose de la gymnastique douce et ainsi de suite. Le fait de mettre un peu plus d'intensité, pendant la séance de sport, une fois que je transpirais bien comme il faut, bizarrement, j'avais beaucoup moins mal dans mes muscles, quoi, mais vraiment beaucoup moins, quoi. J'avais certes une fatigue, physique, c'est normal quand on fait du sport, on se fatigue, hein, mais j'avais beaucoup moins mal dans mes muscles, bon, je comprenais pas trop et puis en discutant avec le kiné, en fait, il m'expliquait que c'était tout à fait normal, en fait, que ça s'explique, par la science, c'est, tout simplement que, comme il me dit, c'est comme si tu te faisais un shoot, naturel dans tes muscles, en direct, mais avec, non pas avec une drogue, mais avec ce que ton corps, fabrique, naturellement quand tu fais du sport, de façon un peu intensive. C'est des hormones, la dopamine, tout ça, de l'adrénaline, Sérotonine et puis qui sont de toutes ces la hormones de bien-être. sérotonine et du plaisir, du bonheur, Mmh. et ainsi de suite. Et ce qui fait que, cette sécrétion d'hormones naturelle, ben, en fait, ça nous permet de moins souffrir, quoi. Pendant la séance, je parle, hein, et pendant, allez, on va dire 2 heures après la séance, le temps que le corps continue de produire, parce qu'en fait, même à la fin de la séance de sport comme ça, un peu plus intense, le corps continue de produire à moindre quantité, mais il continue de produire pendant un certain temps ses hormones. Ben, pendant 2-3 heures, vous souffrez, mais beaucoup, beaucoup moins que le matin au réveil. Ça paraît bizarre, et fou à expliquer parce que même moi, à un moment donné, si on m'avait dit ça, j'aurais dit: «Mais lui, il est fou, il sait pas ce que je ressens, j'ai trop mal, c'est pas possible, je peux pas bouger comme il dit parce que j'ai trop mal». Mais en réalité, il faut garder du mouvement, quoi. Il faut essayer de garder un minimum d'activité physique, régulière, parce que sinon, si vous écoutez trop votre corps à dire: «Je fais rien», ben vous allez empirer, quoi. Le problème va s'aggraver, en fait. On passe d'un cercle vicieux à plutôt un cercle vertueux, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut jouer sur, aussi bien sur le physique que sur le côté psychologique et mental de la chose, quoi, hein. C'est reconnu, hein, si vous prenez du temps pour vous, justement, à faire de la relaxation, des activités comme le yoga, des choses comme ça, ou comme je dis, comme les étirements, tout ça, des Mmh. choses douces en fait, hein, pour réveiller le corps. Je dis pas qu'il faut faire du sport, de bon matin, s'activer comme un fou, vous allez vous faire mal. C'est pas possible, quoi. Par contre, réveiller le corps en douceur,
tranquillement avec une bonne séance de yoga, travailler la respiration, ou alors faire des étirements et faire quelques respirations diaphragmatiques comme on dit, c'est-à-dire respirer par le ventre, gonfler les poumons, faire jusqu'aux épaules, tout ça et relâcher par la bouche. Bon, tout ça, ça s'apprend, hein, avec, des kinés, des ou des spécialistes, des gens des professeurs de yoga ou vers de la sophrologie, par exemple, des choses comme ça. Ça marche quoi, ça aide énormément à mieux vivre quoi ces douleurs quoi et à les atténuer. Vous vous sentez mieux et si psychologiquement vous allez mieux, c'est pour toutes les maladies, c'est pareil. L'esprit Si guide si vraiment énormément. si vous enfermez, si vous déprimez, tout ça, ça va être un cercle vicieux qui va vous allez vous enfoncer. Tandis que si vous gardez le moral et au contraire, heu, psychologiquement, plus vous allez mieux psychologiquement, plus vous allez arriver à vous en sortir, physiquement, quoi. Là, on parle de sport parce qu'effectivement, le sport amène un mouvement qui est extrêmement bénéfique pour déverrouiller et dérouiller le corps. Après, c'est Ouais, vrai que pour la partie plus mentale, sécrétion de dopamine, de sérotonine, et cetera, on peut aussi, effectivement essayer de trouver des activités qui sont peut-être pas forcément d'activités sportives, mais d'autres c'est ça, activités qui procurent ce bonheur-là, ce relâchement, cette évasion et ce qu'on appelle cet état de flow, en fait, qui aussi c'est ça, peut permettre de mieux accepter la douleur, en tout cas, mieux la vivre. c'est ça, c'est ça, exactement. Le côté, psychologique est tout aussi important. Par exemple, un travail avec un psychologue, pouvoir discuter avec un psychologue, tout ça, et libérer son esprit, c'est important et justement, quand vous allez voir le psychologue, tout ça, à force de discuter, personnellement, moi, dans mon cas, une des consignes principales, c'est, heu, trouver des activités qui font plaisir. Et juste donc on en revient, typiquement à ce qu'on est en train de discuter là, c'est d'arriver à faire quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous donne du plaisir, du bonheur, parce que psychologiquement, si vous allez mieux, votre corps, il va aller mieux aussi, quoi. C'est automatique ça, hein, J'ai envie de dire que malheureusement, il ne faut pas attendre d'être atteint de ce type de maladie pour avoir cet état d'esprit-là. On attend des fois trop souvent que ce soit trop tard, on va dire, ou d'être atteint de maladies, des fois même incurables, pour avoir cette approche-là, alors que à la base, c'est une approche idéalement qu'il faudrait avoir. je pense aussi, oui, c'est ça. Après malheureusement, quelqu'un comme moi, on en prend conscience quand c'est trop tard, quoi. Mais il y a toujours moyen de se récupérer et d'arriver à aller dans le bon sens, quoi. Au niveau de l'éducation, aussi bien, familiale qu'au niveau, à la base, je pense, au niveau sur le plan scolaire. Je pense que dans les écoles, ils devraient instaurer, des choses pour dire qu'il y ait déjà un peu plus d'activité physique, qu'il y ait plus d'activités, artistiques, apprendre aussi l'empathie. Dans certains pays, ça se fait parce que c'est très important l'empathie, hein. Quand on est malade, il faut arriver à avoir affaire à des gens qui vous comprennent, qui vous écoutent surtout pour qu'il y ait un échange, qui soit correct. Donc il faut avoir affaire à des gens qui soient empathiques et donc apprendre l'empathie, on l'a aussi bien de façon innée, mais aussi ça s'apprend et ça se développe. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs. Mais donc voilà, effectivement, c'est pluridisciplinaire, hein, pour la prise en charge de la fibromyalgie, mais clairement, le mouvement, que ce soit doux, modéré jusqu'à presque limite intense, si on y arrive, c'est important. La chaleur, alors par exemple au réveil, des choses toutes bêtes, mais par exemple, moi j'ai des ceintures, de billes, c'est une ceinture, composée de billes, je ne sais quelle matière dedans, enfin bon, un peu comme on trouve chez les kinés justement, qui se met au micro-ondes pendant 1 minute et cette ceinture après vous l'attachez par exemple autour des lombaires, autour du ventre ou moi je l'entoure aussi autour de la nuque, tout ça et c'est mon kiné, il m'a dit: «Le matin au réveil, fais-toi ce truc» et la chaleur en fait aide à faire relâcher le muscle, quoi et ensuite on passe à autre chose après c'est, réveil musculaire du corps donc faire des étirements, faire un petit peu de gymnastique douce, faire un petit peu du yoga, enfin essayer de pratiquer un réveil musculaire comme on dit, quoi,
pour déverrouiller le corps, pour démarrer la journée, un petit peu mieux, quoi. Voilà, et après à mesure de la journée, quand ça va mieux, on peut augmenter l'intensité, de l'activité physique, en fait. On voit qu'effectivement, comme tu le disais, en tout cas pour essayer de mieux vivre avec la fibromyalgie, il faut avoir une approche plutôt globale. Donc c'est vrai qu'en naturopathie, c'est un peu Oui, état d'esprit. On parle du sport, mais pas que. Et c'est notamment, ça. il me semble que tu as revu aussi un peu ton hygiène de vie au global. Là, on a parlé du sport. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, par exemple, il y a des choses que tu as faites évoluer et est-ce que tu as vu des résultats? Effectivement, alors, c'est même juste, énorme, quoi, je dirais le résultat. Heu, alors dans l'ordre pour co je vais essayer de commencer dans l'ordre parce que c'est compliqué. Tout à l'heure, j'ai parlé dans mes diverses pathologies. On s'est rendu compte au bout d'un moment, que aussi c'est un peu ce qui m'a, envoyé vers un fauteuil roulant, hein, que j'avais énormément de mal à marcher, tout ça. C'est que je rentrais facilement dans ce qu'on appelle un état d'acidose lactique. L'acidose lactique, c'est un phénomène que, par exemple, connaissent, très bien, les marathoniens. Les gens qui font des très longs marathons, quand on voit qu'à la fin du marathon, ils tombent par terre, ils sont épuisés, ils n'arrivent plus à parler ni rien, ils sont en état d'acidose lactique. C'est, le muscle, en fait, parce que quand on fait du sport, justement, de façon intense, le corps, les muscles produisent de l'acide lactique, en fait. Bon, moi, à ce moment-là, je produisais énormément d'acide lactique. Du coup, on s'en est aperçu un jour où j'étais HS à l'hôpital. Bon, lors d'une prise de sang, on s'est rendu compte que j'étais en état d'acidose lactique. Bon, on n'a jamais connu réellement la cause, quoi, hein, mais mon corps produisait trop d'acide lactique comme ça, sans rien faire, sans faire de sport. De là, mon médecin m'a dit: «Le La seule chose à faire, c'est l'alimentation, pour réduire la production d'acide lactique au niveau du corps». Donc au niveau de l'alimentation, elle m'a dit: «Je vais être clair avec vous, vous supprimez, heu, toutes les pâtisseries industrielles, Les sucres tous les so raffinés. tous les sodas, tous les sucres raffinés, tout ça, en fait, plus elle m'a dit: «Plus vous éviterez, les produits transformés, mieux ça sera». Les sucres raffinés, on oublie, pâtisserie, on oublie, soda, on oublie, les produits laitiers, voilà, lait de vache, tout ça, on oublie et les produits acides, les agrumes à éviter, la tomate, ben, si possible, la manger plutôt cuite que crue et pelée, des choses comme ça. Alors dans les agrumes, par contre, heu, petit, petite parenthèse, sauf le citron. Oui, Parce que, tout à fait. biz parce que le citron, bizarrement, ça a un goût acide, mais pour le corps, ce n'est absolument pas acide, c'est plutôt alcalin. Alcalin, ça veut dire que c'est l'inverse. C'est Ça ça basifie. ça voilà, ça basifie le corps et donc ça fait diminuer le taux d'acide dans le corps. Alors pour juste Heu, pour le petit jus de citron, effectivement, c'est quelque chose qu'on conseille assez souvent, pour notamment aussi un peu nettoyer le système digestif lorsqu'on est à jeun le ouais, matin. Alors le plutôt foie, tout si on ça, en prend, ouais. ouais, exactement. Par contre, si on le prend régulièrement, il est quand même, ça, donc comme tu le disais, c'est acide en goût, en bouche, donc ça peut peut-être un petit peu abîmer l'émail des dents. Donc dans ce cas, si on en prend assez souvent, il vaut mieux prendre avec une paille, par exemple, pour éviter de trop abîmer l'émail. Par contre, comme tu le disais, effectivement, une fois pendant le processus de digestion, il devient alcalin et il basifie le corps. Et sachant qu'aujourd'hui, on a un environnement qui nous acidifie, que ce soit la pollution, que l'alimentation de manière générale, que notre stress, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui acidifient le corps. Donc, il faut essayer d'avoir une alimentation qui soit plutôt basifiante. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Moi, personnellement, ça a été, radical, quoi et d'ailleurs, du coup, même quand on parle des produits laitiers et du lait de vache surtout, hein, dans mon cas et typiquement chez énormément de gens qui ont la fibromyalgie, ont souvent des problèmes d'intestin. C'est très, très courant, quoi. Heu Personnellement, dans ces histoires d'alimentation, j'avais ce souvenir aussi du coach de mon fils qui parlait tout le temps: «Le lait de vache, attention, c'est pas bon pour la santé, les êtres humains à la base sont pas faits pour, boire du lait de vache comme ça en permanence. C'est pas bon, c'est pas bon» et effectivement,
en ajustant mon alimentation, je me suis mis aussi à supprimer totalement le lait de vache. Parce que le matin dans le café, je mettais un peu du lait. Et ça, c'est le pire. Parce que le café, c'est déjà acide. Si vous complétez avec du lait de vache, c'est le cocktail explosif terrible, quoi. Sachant que le lait de Bon, vache, lui, il est riche souvent en plus en hormones, en antibiotiques, de par exa- l'industrialisation qu'on en fait, la consommation de masse, et en plus c'est ça. pro-inflammatoire. Donc on vient vraiment raviver les niches d'inflammation dans le corps et surtout déjà C'est ça. souffrant de douleurs musculaires, c'est vraiment pas le bon combo. C'est ça. Ben, et du coup, c'est exactement ça. Et du coup, juste en enlevant le lait, en quelques semaines, un mois, peut-être un mois et demi maximum, j'avais plus de problèmes aux intestins, quoi. Incroyable, c'était réglé. J'ai plus jamais eu de problèmes intestinaux. C'est juste magique, quoi. Juste en enlevant un produit, quoi. Un produit, en supprimant un produit, plus de problèmes intestinaux, quelque chose d'incroyable. Et après, justement, le fait aussi de faire attention, donc, si je bois un soda, dans l'année, ça va être le bout du monde, quoi, parce que j'ai compris ma douleur, quoi, bon, voilà, en faisant attention à tout ça, bah, je n'ai plus jamais fait de crise, d'acidose lactique. Plus jamais. Je me suis plus jamais retrouvé à l'hôpital à cause en mode, acidose, parce qu'en mode acidose lactique, ça veut dire quoi? En mode acidose lactique, ça veut dire vous avez les jambes qui deviennent toutes bleues, vous tenez plus debout tout seul, vous avez les membres qui deviennent tout froids, engourdis, vous voulez vous exprimer, votre cerveau réagit comme quoi vous voulez dire quelque chose, mais vous pouvez plus parler, vous avez plus accès à la parole, quoi. Enfin, ça va très loin. L'acidose lactique, ça peut aller vraiment très, très loin, quoi. En écoutant mon médecin sur l'alimentation, plus jamais eu de problème. Plus jamais, quoi. Encore une fois, c'est des choses assez relativement simples. Alors tout le monde n'y pense pas, on n'a pas forcément tous les mêmes connaissances au niveau de l'alimentation. Mais C'est ça. néanmoins, Mmh. les sucres raffinés, tous les produits, effectivement les produits à base de lait de vache, etc., il ne faut pas attendre, en tout cas moi j'essaye, je réinsiste dessus, mais il ne faut pas attendre malheureusement ce type de maladie pour les éradiquer, en tout cas pour les enlever au maximum. J'ai pas envie de dire qu'il faut forcément avoir une alimentation parfaite et sans rien tout le temps, mais en tout cas, il y a des automatismes, je pense, dans l'alimentation qu'il faudrait pouvoir avoir de manière préventive, en tout cas. C'est ça, oui, c'est Et ça. Et faire d'ailleurs, les choses soi-même avec des sucres mmh. naturels, en soi, c'est pas plus compliqué que d'acheter. Ça peut même être un peu moins cher. Il faut juste le savoir. Donc c'est aussi moi pour ma mission en gros et le pourquoi je fais ce podcast-là. Donc c'est aussi pour un peu sensibiliser et dire aux personnes que c'est pas compliqué de un peu mieux manger en tout cas pour éviter d'en arriver peut-être à ta situation. Et ouais, c'est clair. Enfin, c'est clair. Maintenant, en ayant Maintenant c'est clair. subi ouais, c'est ça, en ayant subi, en voyant le contraste avec, comme je suis maintenant, forcément, c'est clair, ouais, c'est évident. Mais j'avoue que c'est des choses que malheureusement, pas tous les médecins en parlent à leurs patients de façon normale, tous les jours en entretien. Enfin, quand ils rencontrent leurs patients, c'est des choses qu'ils devraient en parler plus facilement et plus régulièrement. Leur dire: «Vous savez, monsieur ou madame, un peu d'activité physique, ça vous ferait pas de mal, manger correctement, ça vous ferait du bien, faire des activités qui vous plaisent, tout ça, ça vous ferait du bien, vous changer d'air un petit peu, ça vous ferait du bien, aller marcher un petit peu, ça vous ferait du bien, trouver une activité qui vous plaise, faites de la peinture, de la lecture ou autre, changez-vous les idées, restez pas devant votre télé, constamment», enfin, Tout simplement éduquer sur la santé et non pas uniquement en fait c'est guérir ça. des C'est choses pour ou en ça tout que cas cacher des choses par des médicaments. Des fois, je dis pas que le médicament il ne faut pas l'utiliser, au contraire, il y a des moments où malheureusement il c'est y a pas juste le là, choix il n'y parfois, a pas hein, le mais choix, voilà. Mais en tout cas, plus on travaille en prévention et du coup on éduque sur la santé et moins on en arrivera, en tout cas, on repoussera au maximum ces situations. surtout que bon, dans les médicaments, il y a des choses qui sont vraiment très, qui sont pas bons parce que, par exemple, les antalgiques, les antidouleurs, tout ça, il faut être clair. Moi, j'en ai eu discuté longtemps justement avec mon médecin traitant ou aussi bien avec les spécialistes de la Timone, là, au centre de la douleur. Et ils me l'ont avoué clairement, hein, sans problème. Un antidouleur, c'est fait pour camoufler la douleur. Ah oui, mais comme beaucoup de On, on, médicaments, ouais. on leurre le cerveau, Mm. hein, ça ne guérit pas.
ça n'empêche pas la maladie. C'est juste, on court-circuite le cerveau pendant un certain laps de temps, lui disant non, t'as plus mal, mais on le leurre, c'est un leurre. On vient fragiliser des organes qu'on appelle les organes émonctoires en naturopathie, donc des organes qui sont là pour éliminer les toxines. Et du coup, on vient les surcharger avec ces médicaments-là. Donc, du coup, on empêche le processus naturel de détoxification qui nous aide justement, qui aide à la machine, donc notre corps, à se nettoyer au fur et à mesure, comme le fait une vidange. Voilà, comme on peut faire une vidange, en fait, là, on empêche de le faire. Donc, effectivement, les médicaments camouflent. En utiliser le moins possible. Je pense que à l'école aussi, parce que en tant que parent, on maîtrise pas tous les sujets, et puis on n'est pas médecin, on n'est pas naturopathe, on n'est pas kiné, on n'est pas spécialiste de la douleur. Bon, donc au bout d'un moment, on peut pas tout connaître, tout savoir. Internet, c'est bien, mais il faut faire le tri, quoi, de ce qu'on trouve. Il faut pas se fier, comme on dit, dans les hôpitaux, ils appellent ça les patients Internet, quoi. Et effectivement, parce que sur internet, on trouve tout et n'importe quoi, il faut savoir trier. Donc il faut se méfier, quoi. Je pense vraiment il y a un rôle d'éducation qui doit se faire aussi bien au niveau des médecins et quelque chose qu'on devrait instaurer, en tout cas, je pense, c'est mon avis personnel, ça engage que moi, mais aussi qu'on devrait instaurer dans les écoles ou dans les collèges et les lycées également, quoi, apprendre à mieux manger, apprendre à avoir de l'activité physique régulière, apprendre aussi à relâcher, le lâcher prise, tout ça, il faut parce qu'on vit dans un monde hyper stressant, donc il faut au bout d'un moment arriver à déconnecter le cerveau et atteindre ce qu'on appelle le lâcher prise. Ça aussi, ça fait partie des consignes des centres de la douleur. En fait, c'est vraiment, la fibromyalgie, c'est pluridisciplinaire, c'est vraiment le terme juste, quoi. Il faut vraiment à réapprendre, il faut se rééduquer, en fait. C'est de la rééducation typique de l'hygiène de vie, clairement, quoi. Ça, c'est l'hygiène de vie, je dirais, le truc primordial dans la fibromyalgie, il n'y a pas photo. C'est primordial. Le sport, en plus, si on prend le cas du sport, un excès de sport peut acidifier le corps. On le voit C'est très ça. souvent chez des personnes, et notamment je pense à ton fils, des sportifs de haut niveau. Il faut derrière qu'en plus leur hygiène de vie soit vraiment excellente, d'où les massages, une alimentation bien contrôlée, parce que C'est ça. justement, le corps produit une acidité, enfin en tout cas s'acidifie de manière assez importante à cause de l'excès de sport, qu'il faut essayer de contrebalancer derrière. On arrive à la fin de cet épisode et j'ai encore quelques petites questions à te poser. Notamment, est-ce que tu aurais 2-3 conseils, si tu veux te choisir 2-3 conseils que tu voudrais absolument donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient atteints de fibromyalgie? C'est difficile de donner des conseils parce que, bon, les conseilleurs sont pas forcément tout le temps les payeurs, mais Recommandations, on alors je ne sais pas si tu veux. ouais. Alors déjà, je pense peut-être le premier, de rien lâcher, quoi, d'essayer de garder quand même, le moral et de se dire que on va aller mieux, qu'on peut y arriver à aller mieux, quoi. Donc ne rien lâcher, quoi, never give up comme disent les championnes karatéka de l'équipe de France, c'est leur hashtag favori, never give up, ça veut dire n'abandonne pas, quoi, ne lâche rien. Donc ça, c'est peut-être un premier conseil, vraiment ne rien lâcher et se battre et conserver le moral. Ensuite, je pense que vraiment de voir avec ces professionnels, médecins qui les entourent, avec aussi bien leurs médecins traitants que s'ils ont la chance aussi d'être suivis dans un centre antidouleur ou par un rhumatologue ou un kiné ou tous ensemble, de discuter avec eux aussi bien de l'alimentation, euh, des exercices physiques doux ou adaptés, du sport adapté, parler-leur du sport adapté ou de l'activité physique adaptée, parce que ça existe. Le sport sur ordonnance aussi, ça existe. Mhm. Euh, il faut parler de l'alimentation. Il faut aussi peut-être éventuellement avoir un soutien psychologique, c'est important d'avoir un soutien psychologique, de pouvoir discuter avec un psychologue, tout ça c'est hyper important. Euh, voilà, et surtout, et voilà, donc après les conseils principaux, ça va être d'avoir une hygiène de vie finalement la plus irréprochable possible, quoi, clairement, quoi.
mieux vous aurez une hygiène de vie correcte et moins vous souffrirez, quoi. Ça, c'est d'office. Donc essayez de gérer au mieux, d'avoir au mieux une activité physique un petit peu régulière. Ce qui compte, c'est la régularité, en fait. Donc avoir une activité physique, même douce, mais régulière. Et une alimentation la plus saine possible. Ça, c'est primordial, quoi. Ça, c'est d'office, quoi. C'est l'alimentation, là, ça joue énormément. Ça joue énormément. En plus, les intestins, on dit tout le temps, c'est notre deuxième cerveau, quoi. Tout à fait. Donc, si vos intestins vont mal, vous aurez d'autres soucis autour. On a C'est énormément de cellules obligé. nerveuses au niveau de nos intestins, de nos parois intestinales, effectivement. Il faut les chouchouter. Ouais. C'est ça. Donc, et tandis que si les intestins vont bien, ben, du coup, vous aussi, vous irez bien quelque part, ou mieux en tout cas. Voilà. Après Est-ce que les tu as conseils. est-ce que tu as des lectures, des vidéos, ou peut-être d'autres podcasts au sujet de la fibromyalgie qui pourraient être intéressants à recommander? Donc le tien peut-être Alors bientôt, ton podcast? peut-être, ouais, éventuellement le mien. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait. C'est un projet, quoi. Puisque j'ai ouvert un blog sur le sport santé, tout ça, où j'ai essayé de recenser des articles un petit peu scientifiques et de médecins, tout ça, sur lequel que j'ai réécrit pour vulgariser les choses, on va dire, les rendre plus compréhensibles avec des mots plus simples, tout ça, quoi. Et donc l'idée m'est venue de dire de faire un podcast sur le sport santé, mais c'est pas en ligne encore et ça c'est à travailler, quoi. On aura le temps d'en reparler le jour où ça sera effectif. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Sinon, il y avait un livre, ça s'appelle Soulager vos douleurs par les trigger points. Les trigger points, vite fait au passage, c'est ces fameux points de douleur qu'on a tous, qui nous déclenchent, y compris les centres de douleur quand ils nous examinent et où les médecins nous examinent, qu'on a au moins 11 points sur 18. Ça s'appelle des trigger points. Franchement, très, très, très intéressant comme approche, quoi. Notamment avec une canne de massage, comme c'est conseillé dans le livre. C'est une canne qui est arrondie, qui est assez spéciale, bon, mais sur lesquelles on peut appuyer facilement tout seul dans le dos, sans l'aide de personne, par des pressions légères. Par contre, il faut pas forcer dessus, il faut y aller tout doucement, au contraire, tout en douceur sur ces trigger points, et ça fait relâcher les muscles qui sont liés autour, quoi, en fait. C'est spécial comme approche, mais voilà. Les trigger points, c'est vraiment un sujet qu'il faut essayer d'aborder dans la fibromyalgie, quoi. Voilà. Et ensuite, au niveau des sites, sinon, il y a un réseau social qui est assez sympa où il y a beaucoup de médecins aussi, tout ça qui interviennent, qui s'appelle Kareniki. C'est un réseau social qui regroupe pour les patients en fait. C'est des groupes de médecins qui ont créé ce réseau social. Ils invitent les patients qui ont tout type de pathologie, de maladies chroniques, de sclérose en plaques, de fibromyalgie, peu importe quoi, à s'inscrire sur ce réseau social, à remplir un peu sa fiche si on le souhaite de pathologie, tout ça. Et ils nous dirigent justement vers les forums de discussion entre patients pour pouvoir échanger justement avec les gens, pouvoir s'exprimer et parler de ces maux, de ces douleurs, tout ça, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et ça soulage l'esprit, hein. Donc, ouais, Karenity, c'est assez sympa. Et puis, en plus, les médecins aussi partagent un peu comme des posts de blog, des billets, quoi, comme on dit, ou des vidéos. Même des fois, il y a des témoignages vidéo qui sont postés, tout ça. C'est assez sympa, quoi. C'est pas mal. Je mettrai aussi du coup le lien en description de l'épisode. Merci beaucoup. Et j'ai une toute dernière question pour toi, qui est la question signature de l'épisode du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Waouh! Plus équilibrée et plus sereine. Ben, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit déjà, hein. C'est vraiment avoir, si possible, une alimentation la plus saine possible et équilibrée possible, avoir des activités diverses, pas tout le temps faire tout le temps la même chose, avoir des activités variées, bouger le corps et avoir des activités qui font plaisir. Voilà, c'est vraiment l'ensemble. Il faut que ce soit quelque chose d'équilibré. Entre l'alimentation, le côté physique et le côté psychologique, quoi, vraiment.
Un énorme merci à toi, Francis, d'avoir passé tout ce temps en ma compagnie et pour le podcast, d'avoir pris le temps de partager ton expérience. À mon sens, c'est très important de partager ces expériences, des expériences comme la tienne, parce qu'à mon avis, elles vont vraiment motiver, parce qu'on voit que tu t'en sors en tout cas, donc quotidiennement. C'est encore une fois, hein, on ne parle pas de guérison, on parle de mieux vivre avec la maladie. Ce que tu fais vraiment brillamment. Je pense que ça va vraiment motiver, rassurer des personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation que toi. Et rien de mieux à mon sens qu'une personne qui a vécu ou qui vit la maladie pour témoigner et conseiller, accompagner, en tout cas, déployer un maximum de conseils. Donc voilà, vraiment merci beaucoup. De rien, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir de participer, quoi, et d'échanger tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu as ton blog, c'est ça? Oui, j'ai ouvert un blog, oui, qui s'appelle Sport Santé. Alors sport au pluriel -santé.fr. Merci et je te souhaite vraiment une très belle continuation pour la suite de tes projets, notamment le podcast. Donc je l'ai dit 4 fois, tu es obligé de le faire. Hein. Ouais, merci, ouais, c'est gentil. Ah bah oui, là, il y a pas le choix, il va falloir lancer En tout cas, l'histoire. c'est une belle aventure et je te le conseille. Ok, c'est cool, ouais. Mais je vais le faire. Bon bah écoute, à bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao. Bonne journée. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et également à me laisser un petit commentaire que je me ferai le plaisir de lire dans un prochain épisode, soit en m'envoyant un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou via mon site internet hygiènedevie.fr. Comme d'habitude, je mettrai toutes ces informations en note PDF téléchargeable gratuitement sur mon site internet. Vous y retrouverez les points clés évoqués dans l'épisode et bien plus encore. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode d'Hygiène de vie. Ciao! Vous retrouverez cet épisode sur hygiènedevie.fr. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des outils que je présente dans ce podcast, si vous souhaitez vous sentir guidé pour vous aussi retrouver votre équilibre de vie, c'est précisément mon métier, en tant que coach de vie et naturopathe, de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet hygiènedevie.fr pour retrouver toutes mes offres et services que j'ai imaginés pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes et à le partager, puis laisser un petit commentaire qui me donnera, je suis certaine, un peu de baume au cœur. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.